Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aborder le sujet des interactors. Alors, les interactors ils répondent à une problématique qu'on connaît tous, je pense. Au fur et à mesure qu'une application grossit et qu'un projet de développement logiciel prend de la complexité, on assiste à un phénomène, c'est que le code métier se retrouve dans les contrôleurs et dans les modèles. C'est ce qu'on appelle les fat controllers et les fat models. Et c'est un vrai problème sur du long terme, voire sur du moyen terme, parce que la complexité augmente, et plus on avance, et plus c'est difficile de maintenir ces différents composants. Et il faut, à un moment ou à un autre, trouver des solutions pour les désengorger un petit peu, pour découpler le code métier du framework. Et puis, une fois qu'on a fait ça, ben, ça a plein de vertus. Il y a plusieurs solutions pour répondre à cette problématique, et celle que je vous propose d'explorer aujourd'hui, donc qui s'appelle Interactors, c'est un design pattern qui en fait a aussi d'autres noms. Il est assez connu sous le nom de Service Objects, ou bien Business Objects, ou encore Commande. Alors je suis pas un puriste d'architecture et des design patterns, mais pour vous expliquer en deux mots en quoi ça consiste, eh bien l'idée c'est de prendre notre code métier, les différentes opérations complexes qu'on aurait fait traditionnellement dans une méthode qui serait dans le modèle, ou alors carrément dans l'action du contrôleur, et d'isoler ça dans un bout de code, dans un objet Ruby tout simple. Et si possible, cet objet Ruby et puis tous ses copains finalement vont être structurés de la même manière pour qu'il soit facile à comprendre, qu'il soit facile à utiliser et qu'il soit facile à maintenir. Le but in fine, c'est que le contrôleur ou le client, en fait, quel qu'il soit finalement de cet interacteur, il soit complètement indépendant de la logique métier. Comme ça, lui, il n'est chargé finalement que de recevoir des requêtes de la part du client, d'appeler un interacteur pour réaliser une opération métier, et puis de répondre à l'utilisateur. De la même manière, les modèles ne doivent contenir aucune logique métier. Les modèles, finalement, ils ne sont concernés que par la persistance des données et éventuellement leur validation. Les opérations métiers, elles, doivent être faites ailleurs. Alors pour être très clair, quand je parle d'une opération métier, il s'agit en fait généralement d'une suite de petites opérations. Euh, Par exemple, si je passe une commande, ou si je réalise un paiement, ou si je construis une facture que je vais après envoyer à un utilisateur, tout ça, ce sont des opérations métiers qu'on va décomposer en petites étapes plus ou moins complexes. L'intérêt de faire ce type de refactoring, c'est que ça permet d'avoir un code métier qui est indépendant du framework. Donc, si on pousse le sujet à l'extrême, on pourrait imaginer changer de framework et continuer à utiliser le même code métier. Ça permet de bien respecter le principe de responsabilité unique de chacun des objets. Ça facilite la réutilisabilité des opérations métiers et donc ça évite la duplication de code. Et puis bien sûr, ça permet de mieux tester, enfin de plus facilement tester le code métier sans être imbriqué, entremêlé avec des considérations qui sont propres à la techno qu'on utilise finalement. On va supposer qu'on a une application web, un projet, dans lequel l'utilisateur peut créer une entrée d'un modèle de type qu'on va appeler par exemple compagnie. Alors, on a plein de choses à faire quand on crée une compagnie. On a besoin de valider le modèle, de faire la persistance, mais aussi d'enrichir cette entrée avec des données qui viennent d'un service tiers, par exemple. Et une fois que la compagnie est créée, on a envie d'envoyer un email à un manager pour qu'il soit notifié d'une nouvelle entrée. Alors pour illustrer notre sujet, j'ai créé une petite application web dont l'action par défaut permet de créer une nouvelle société en faisant une recherche par numéro de TVA. J'ai un exemple ici de numéro de TVA. Je crée la société. Au moment de la soumission, les données sont récupérées auprès d'un service tiers. Elles sont ensuite stockées localement. Et puis la compagnie ainsi créée est affichée. Si on regarde un petit peu le code maintenant, on va regarder les 2-3 éléments clés, c'est-à-dire d'une part le modèle compagnie, qui n'a pas grand-chose à part des validations sur le nom et les numéros d'enregistrement. Si on regarde maintenant le schéma, on voit que pour un modèle compagnie, on peut avoir donc les champs qu'on vient de voir, nom, enregistrement 1 et 2, ça correspond en fait en France au SIRET et au NIC, puis le numéro de TVA, celui que l'utilisateur entre, la forme légale, le staff, c'est-à-dire le nombre d'employés, l'adresse et la date de création. Ce sont bien les infos qu'on voit apparaître ici, le nom, la date de création, le SIRET, le NIC, le numéro de TVA, l'adresse, la forme légale, et puis le nombre de salariés. Maintenant, si on regarde le contrôleur qui fait ce travail-là,
L'action new ne fait pas grand-chose, elle se contente d'afficher le formulaire. Ensuite, l'action create, c'est en fait elle qui fait tout le travail, et c'est bien ce qui nous pose problème ici, c'est qu'on est dans le cas typique d'un FAT controller. Elle commence par instancier un modèle compagnie avec les données du formulaire en entrée. Pour rappel, il s'agit juste du numéro de TVA. Puis après, elle fait appel à un service tiers qui est ici compagnie data pour aller chercher toutes les informations qui concernent la compagnie. Donc pour ça, elle fait une requête web qu'elle paramètre correctement et en cas de succès, elle parse la réponse. Puis elle va chercher chacun des champs dans la réponse parsée pour les mettre dans l'instance nouvellement créée. Une fois que l'instance est correctement peuplée, donc avec le nom, les numéros d'enregistrement, la forme légale, etc., elle fait un save. Si tout se passe bien, elle envoie un email au manager pour le notifier qu'une nouvelle compagnie a été créée dans le système. Et enfin, elle redirige vers l'action show de la compagnie avec un petit flash. En cas d'erreur à l'enregistrement, ici, eh bien, on affiche ces erreurs. Donc si par exemple on n'a pas de nom ou on n'a pas de numéro de tirette, et c'est affiché avec le même template que l'action new. Et on a un autre else imbriqué, si jamais on n'a pas réussi à trouver, donc si jamais notre service tiers il a retourné autre chose qu'un code 200, typiquement une 404, eh bien on va l'afficher à l'utilisateur. On peut faire le test tout de suite. Voilà, là on est donc dans ce cas-là. Donc là on est dans une situation où notre code métier, en fait on réalise des opérations métiers, hein, le fait de créer une instance de compagnie et de la stocker en base, l'enrichir avec un service tiers, puis notifier un manager, tout ça, ça constitue une grosse opération métier qu'on appelle la création d'une compagnie. Cette opération métier, elle est particulièrement peu lisible et puis peu réutilisable, difficile à comprendre, difficile à tester, puisqu'elle est complètement imbriquée dans le code du contrôleur. Ici, ce qu'on aimerait voir à la place, c'est un truc en quelques lignes seulement qui nous dit « Créer la compagnie, si ça se passe bien, j'indique à l'utilisateur que tout s'est bien passé, et si ça se passe pas bien, j'indique à l'utilisateur qu'il y a eu une erreur, et voilà l'erreur. » Pour faire cette mise en œuvre, je vous propose d'utiliser la gemme Interactor que vous trouverez sur GitHub. Elle est relativement facile à mettre en place, comme toujours, il suffit d'ajouter la gemme dans le gem file du projet. Bien sûr, de jouer le bundle install. Je vous invite à lire la documentation de la gemme, qui est relativement simple et qui permet de bien comprendre quand est-ce qu'on se sert d'un interactor, comment ça fonctionne, même si on va tout de suite faire un exemple de mise en œuvre. Alors je disais ici, dans l'action create du contrôleur, on n'a pas du tout envie d'avoir un tel niveau de complexité, on voudrait avoir un truc beaucoup plus simple, du genre voilà, si on arrivait à avoir seulement ça dans notre contrôleur, eh bien on aurait gagné puisque toute la complexité aurait été déportée et puis le contrôleur, lui, resterait extrêmement simple. Alors pourquoi est-ce que ça prend cette tête exactement? C'est parce que la gemme interactor nous propose de créer des interactors qui se manipulent tous de la même manière. On crée une classe, donc en l'occurrence qui s'appelle createCompany, on appelle la méthode call dessus, c'est toujours la méthode call, et on lui passe les paramètres dont elle va avoir besoin. Ici, on pourrait très bien avoir n'importe quel paramètre en fait. C'est moi qui ai défini que ici, on allait avoir besoin des attributs, c'est-à-dire les champs passés depuis le formulaire pour pouvoir créer après la compagnie. Tous les interacteurs ont donc la même API et permettent de savoir si tout s'est bien passé ou pas, context.success avec un point d'interrogation. Si ça s'est bien passé, eh bien on fait la même chose qu'avant, c'est-à-dire que on affiche un flash et puis on redirige vers la compagnie qui a été créée. La compagnie créée, elle est dans le contexte aussi. On va voir après comment est-ce qu'on fait pour l'ajouter au contexte. En fait, le contexte, c'est en quelque sorte notre plateforme d'échange avec l'interactor. Et ça se voit bien notamment dans le cas else. Si jamais l'interactor ne renvoie pas de succès, renvoie qu'il s'agit d'une erreur, eh bien, on peut alimenter le contexte avec autre chose que la compagnie, ou en plus de la compagnie, en l'occurrence une erreur. Et on va aussi récupérer dans une variable membre compagnie la compagnie qui a été instanciée mais pas sauvegardée en base parce que éventuellement peut-être que l'erreur concerne
des validations de champs et qu'on a besoin d'avoir les informations correspondantes. Et puis comme avant, on fait le rendu grâce au template de l'action new. Alors les interactors se mettent dans un dossier qui s'appelle interactors, sans surprise. On va donc créer notre create company. Et la gemme nous impose de faire donc un include interactor, et c'est tout. Le travail après doit être effectué dans la méthode call, qu'on définit ici sans passer de paramètres. Et c'est dans cette méthode call qu'on va faire le gros du travail. Néanmoins, c'est intéressant de noter que il y a des hooks qui peuvent être appelés avant, après ou autour de la méthode call, comme ici, j'ai défini le hook before, et je vais aussi définir le hook after. Dans le hook before, je vais alimenter le contexte avec l'instance de compagnie. Et là, je fais appel à la variable attributes que j'ai ajoutée dans le contexte au moment où j'ai fait l'appel. Maintenant, je vais récupérer le code qui était un petit peu verbeux et un peu dégoûtant ici. Ici, donc ça concerne l'appel au service tiers. Et on voit que on fait l'appel à ce service tiers avec les données qui étaient passées depuis le formulaire. Donc cette fois-ci, on va utiliser ce qu'on a mis dans notre contexte. Ensuite, on fait l'appel à proprement parler. Et donc ici, deux situations possibles. Soit tout s'est bien passé, soit ça ne s'est pas bien passé. Ici, on va en profiter pour enrichir un petit peu la façon dont on traite les erreurs. Plutôt que de faire un if code 200 et puis le reste du monde, on va faire un case sur le code qu'on reçoit. Quand tout va bien, quand on a une 404, c'est-à-dire que la société n'a pas été trouvée, ou bien tous les autres cas qui a priori sont plutôt des cas d'erreur. On pourrait comme ça détailler en fonction des erreurs que peut nous renvoyer le service tiers. Donc ici, en cas d'erreur, 404, on sait que c'est parce que la compagnie n'a pas été trouvée auprès du service tiers. Donc on va mettre l'information dans le contexte avec la clé erreur. Ça se fait grâce à la méthode fail. Et fail bang, comme ça, permet d'interrompre complètement l'exécution de l'interactor. Donc tout le code qui est situé après ne sera pas joué, et le code situé dans le hook after ne sera pas joué non plus. Je pourrais me contenter de faire juste un fail, mais ici j'ai décidé de rajouter en plus la clé erreur avec une valeur, ce qui revient en fait à faire context.error égale une valeur extra. Si jamais on a une situation où on reçoit un code d'erreur qu'on ne connaît pas, eh bien on va fail également. Et dans le cas où tout se passe bien, on va effectivement créer la compagnie. Donc on va pour ça faire une méthode à part, histoire d'isoler un petit peu du reste du code. Et on va reprendre donc ce qu'on faisait basiquement ici dans notre contrôleur. C'est-à-dire qu'on alimente les champs de l'instance compagnie, qui n'est pas du tout add company, hein, ici qui est context.company, avec les données qu'on a reçues depuis le service tiers. Si on avait envie de ranger encore un petit peu notre code, on pourrait même ici appeler une méthode qu'on va appeler par exemple fetch company data. Et enfin, on voudrait faire la persistance à proprement parler pour pouvoir savoir si oui ou non on va envoyer un mail au manager pour le notifier. Et puis bien sûr retourner la réponse à l'utilisateur. Donc ça on va le faire dans le hook after. Et on va dire que si jamais on a réussi à sauvegarder la compagnie, eh bien très bien, on en profite pour notifier le manager. Si jamais en revanche on a rencontré une erreur, eh bien on fail et on ajoute l'erreur à la clé error. Maintenant je peux finir de nettoyer mon contrôleur. Je retire tout le vieux code, je ne garde que la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire celle qu'on vient d'écrire, l'utilisation de l'interactor pour créer la compagnie.
Je prends soin de redémarrer mon serveur pour que les interacteurs soient pris en compte. Et maintenant, je peux refaire le test. Et ça fonctionne. Donc là, on est dans le cas passant, c'est-à-dire où la compagnie est trouvée. Recommençons avec un numéro de TVA farfelu. Et là, on est dans le cas où le service tiers nous a retourné une 404. Donc voilà, vous avez compris le principe, c'est extrêmement simple. Vous pouvez comme ça créer autant d'interacteurs que vous le souhaitez. Et ça va vous permettre donc de garder un code qui est le plus simple et le plus propre possible au niveau des contrôleurs, puisque ici on a finalement notre action du contrôleur qui tient en quelques lignes seulement. Le modèle de même qu'on n'a pas pollué en l'occurrence dans notre exemple. Donc là on a un code qui est effectivement indépendant du code du framework et qui ne concerne que le métier à proprement parler. C'est un code qui est en Ruby et donc qui pourrait tourner avec un autre framework éventuellement. Et puis c'est un code qui peut être testé indépendamment du framework. Donc comme ça, je peux concentrer mes tests sur les opérations métiers, c'est-à-dire là où ils ont le plus de valeur. Juste un mot pour finir. Ici, j'ai utilisé le hook after pour faire l'enregistrement de la compagnie et puis envoyer l'email. C'est assez discutable en fait, hein. On pourrait objecter que c'est pas du tout le rôle d'un hook after qui est juste en fait là pour faire des opérations de teardown et que ça devrait être fait dans le cœur de l'opération en elle-même, c'est-à-dire dans le call. C'est relativement recevable. Après, je vous laisse aborder ce sujet un petit peu comme vous l'entendez en fonction de vos pratiques et de celles de votre équipe. C'est intéressant également de discuter des différents types d'interacteurs qui existent et que vous trouverez dans la documentation. Il y a l'interacteur basique, tel qu'on vient de le faire, tel qu'on vient de le mettre en œuvre. Et puis, il y a des interacteurs qui sont beaucoup plus riches, qui s'appellent les organizers, et qui permettent de chaîner l'appel à différents interactors. Dans l'exemple qui est montré ici, on a 3 interactors qui vont être appelés l'un après l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque interacteur appelé partage le contexte avec l'interacteur qui le précède. Et si jamais l'un des interacteurs lève une exception, fail, en cours de route, eh bien les interacteurs suivants ne seront pas appelés. De cette manière-là, si vous faites des opérations qui sont relativement atomiques, eh bien vous pourrez créer après des organizers qui réutilisent ces opérations atomiques pour construire des dispositifs autrement plus complexes, tout en gardant un code qui est bien maintenu et bien organisé. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de gagner en clarté dans votre code pour rester bien indépendant du framework et puis pour bien tester ce qui est vraiment important, c'est-à-dire les opérations métiers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et puis bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci et puis à bientôt.